Bonjour. Dans cette vidéo, on considère le problème de la synthèse et de l'implémentation de circuits arithmétiques sur FPGA. Voici les sujets couverts par cette vidéo. Tout d'abord, on va regarder les ressources de calcul d'une tranche de type L. Ensuite, on va regarder comment implémenter sur cette tranche l'addition, la soustraction, la valeur absolue et la multiplication par une constante. Ensuite, on va regarder le bloc DSP48E disponible sur notre FPGA et on va s'en servir pour implémenter la multiplication et la multiplication-accumulation. On va finir avec le décalage et le modulo. Un rappel, on considère la tranche de type L des FPGA de la série 7 de Xilinx. Chacune de ces tranches comprend 4 tables de correspondance, 1, 2, 3 et 4, qui ont chacune 6 entrées et 2 sorties. Elle comprend 3 multiplexeurs pour implémenter des fonctions à un grand nombre d'entrées, c'est-à-dire 7 ou 8. Elle contient des portes logiques pour l'addition rapide. Elle contient 8 éléments à mémoire, 5, 6, 7 et 8, et des multiplexeurs programmables en blanc pour router les signaux, par exemple celui-ci, celui-ci et celui-là. Alors on se pose la question, comment faire pour implémenter des fonctions arithmétiques avec ce circuit? On va commencer tout d'abord par l'additionneur. Donc, la configuration d'additionneur la plus simple est l'additionneur à retenue propagée, en anglais Ripple Carry Adder. Le module de base est un compresseur 3-2 qui prend en entrée 3 bits et qui encode leur somme sur 2 bits. Donc, le module est montré ici. On voit ces deux entrées X, Y et sa troisième entrée Cin. La table de vérité en bas montre le comportement du circuit, on l'a déjà vu. Et on a ici un diagramme de porte logique qui montre aussi son comportement. Le diagramme correspond à la table de vérité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre une cascade de compresseurs 3-2 afin de réaliser une addition à plusieurs bits. Donc, en bas ici sur la diapositive, on a l'exemple d'additionner 9 plus 3. On peut voir qu'au début, les deux premiers bits sont 1 plus 1 qui donne un 0 avec une retenue de 1. Ensuite, on a la retenue plus 0 plus 1 qui donne un 0 avec une autre retenue de 1. 1 plus 0 donne 1, et 0 plus 1 plus 0 donne 1 avec pas de retenue à la sortie. Donc, on a la somme correcte de 12. Si on prend le compresseur 3-2 pour réaliser cette addition-là, eh bien, supposons que 9 soit la valeur de A, alors on aurait ici le 1, 0, 0 et 1, et la valeur de 3 pour l'entrée B, j'aurais 0, 0, 1 et 1. Et une retenue initiale de 0. Le compresseur 3-2, le premier, produirait correctement ici une sortie de 0 avec une retenue de 1. On aurait la même chose ici, encore un 0 avec une sortie de 1. Ici, on a un 1 pour la somme et pas de retenue. Et ensuite, 0 plus 1, donc encore une fois un 1 ici pour la somme et pas de retenue. Donc voici comment faire un additionneur. On pourrait en faire un à 64 bits si on voulait. La question qui se pose, c'est comment porter cette structure-là sur notre tranche de type L. Tout d'abord, on doit considérer la structure de calcul spéciale disponible dans la tranche. Elle inclut le générateur de fonctions, qui est une des tables de conversion, un multiplexeur spécial qui s'appelle MUX-CY et une porte ou exclusif spéciale qui s'appelle XOR-CY. Donc, si on reformule les équations du compresseur 3-2, et puis qu'on place, par exemple, ici, la variable T1 à la sortie de la première porte ou exclusif, et on place cette valeur T1 dans la table de vérité. Alors, on peut ensuite se servir de T1 comme une entrée de contrôle pour le multiplexeur ici MUX-CY. Alors, si T1 est égal à 1, à ce moment-là, la sortie CA sera égale à l'entrée Cin. C'est ce qui est montré ici par cette partie de l'équation. Si T1, par contre, est égal à 0, à ce moment-là, on propage la valeur de Y comme sortie Cout. La valeur de S, elle, ne change pas de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire T1 ou exclusif Cin. On peut vérifier par la table de vérité que l'implémentation de cette équation-là correspond exactement à ce qu'on avait avant. Analysons tout d'abord les tables de conversion à 6 entrées et 2 sorties qu'on trouve à l'intérieur des tranches des FPGA de la série 7. À gauche, sur la diapositive, on voit le module dans son ensemble. À droite, on voit l'intérieur du module. On constate qu'il y a 2 plus petites tables de conversion à 5 entrées chacune.
une en haut et une en bas. Chacune des deux tables de conversion à 5 entrées partage les mêmes 5 entrées ici, A1 à A5. Et on voit que la sortie de la table de conversion du bas est reliée directement à la sortie O5. On voit que la sortie O6, elle, est reliée à un multiplexeur et les entrées du multiplexeur sont les deux sorties des deux tables de conversion à 5 entrées. La conséquence, c'est qu'on peut réaliser toute fonction logique à 6 entrées. Par exemple, si on met un 0 ici sur l'entrée A6, ça signifie qu'on choisirait la fonction réalisée par la table de conversion du haut. Si au contraire on place un 1 sur le signal A6, ça signifie qu'on choisirait alors la fonction réalisée par la table de conversion du bas. On peut donc réaliser deux fonctions distinctes de 5 entrées partagées, ou bien une fonction à 5 entrées qu'on route sur la sortie 0,5 et une fonction à 6 entrées qu'on aiguille sur la sortie O6. Par exemple, on pourrait réaliser une fonction ou exclusif à partir de la table de conversion du haut, ainsi. Aiguiller cette fonction sur la sortie O6 en venant placer un 0 ici à l'entrée O6. Et sur la table de conversion du bas, on pourrait tout simplement faire passer le signal A1 directement vers la sortie O5. On peut maintenant faire un exemple complet d'addition de deux nombres de 4 bits. On va reprendre le même exemple que tantôt, c'est-à-dire 9 plus 3. Pour le premier nombre, 9, 1, 0, 0, 1, on va le placer ici, un bit à la fois, à chacune des entrées des 4 tables de conversion. Le deuxième nombre, 3, on va faire la même chose. Ici, 0, 0, 1, 1. Dans chacun des cas, on utiliserait les entrées, deux des entrées A6 ou B6 ou C6 à C1 des tables de conversion. Et là, ici sont montrées sous forme de bus. Alors, la première chose à faire, c'est de reproduire le comportement de l'additionneur à 3 bits qui est montré à gauche de la diapositive. Donc, tout d'abord, si je prends le bit de poids faible, ici, on a un 1 plus 1 qui sont ajoutés. On doit tout d'abord réaliser une fonction ou exclusif, ce que je vais faire ici dans la table de conversion avec la fonction O6. Ainsi, on va pouvoir ajouter ici les deux bits de poids faible. Ensuite, la sortie de la table du ou exclusif, on voit que c'est envoyé tout d'abord comme signal de contrôle pour le premier multiplexeur qui est là, le MUX CY, et ensuite c'est envoyé comme entrée à une des entrées de la porte ou exclusif, la deuxième qui est ici. Je vais changer de couleur. Et puis, on va ensuite observer que la deuxième entrée, elle, est envoyée comme une première entrée du multiplexeur. Donc ici, le deuxième signal, on va utiliser la fonction O5 et on va aller porter ce signal-là ici en entrée au multiplexeur. Je vais encore changer de couleur et puis on a comme retenue d'entrée, bien sûr, ici, un 0. Donc, on forcerait ici un 0 comme entrée pour la retenue, et on irait porter cette retenue ici comme deuxième entrée du multiplexeur, et aussi comme deuxième entrée de la porte ou exclusif. Alors ici, on a complété le circuit. Ça veut dire qu'on pourrait donc avoir ici en sortie de cette porte-là, ici par exemple, on aurait la somme S0, qui dans ce cas-ci serait 0 plus 1 plus 1, qui serait 1, 0. La retenue ici, qui est générée par l'addition des deux premiers bits, serait propagée vers le haut, ici, au prochain étage de l'addition. Ce serait la sortie qui passerait ici. Et ainsi de suite. Donc, pour le deuxième étage, on aurait encore une fois, dans la table de conversion O6,
une porte ou exclusif à 2 entrées qui serait implémentée. Ce signal serait envoyé comme signal de contrôle du multiplexeur et aussi comme entrée de la deuxième porte ou exclusif. Encore une fois, en changeant de couleur, on implémenterait une deuxième fonction par la table de conversion O5 pour venir faire une entrée ici du multiplexeur. Et ensuite, bien sûr, ici j'ai oublié en noir que la retenue Cin de l'étage précédent venait ici compléter les entrées de la porte ou exclusif. Donc encore une fois, ici, cette sortie pourrait être envoyée à l'extérieur de la tranche pour la somme S1. Et on ferait ainsi de suite pour la somme S2 et la somme S3. Et toute retenue excédentaire serait routée à l'extérieur de la tranche ici en haut. Donc l'avantage de ce circuit-là, c'est qu'on n'utilise pas de ressources, des tables de conversion pour la propagation des retenues, et les retenues sont propagées de façon très rapide à cause des connexions existantes à l'intérieur de la tranche et des connexions qui sont entre différentes tranches. Considérons maintenant le problème d'implémenter un additionnaire soustracteur. Donc, je vous demande tout d'abord de vous rappeler qu'une porte ou exclusif peut être utilisée comme un inverseur à contrôle. Si j'ai une entrée BI ici avec une deuxième entrée qui est 0, la sortie de la porte ou exclusif est BI, il n'y a pas de changement. Si par contre je mets un 1 ici sur la deuxième entrée de la porte ou exclusif, la sortie c'est BI inversé. Donc, en connaissant ça maintenant, si on vient placer un 0 à cette entrée-ci, c'est comme si on plaçait un 0 à chacune des entrées de contrôle des portes ou exclusifs, et à ce moment-là, les signaux BI vont passer sans aucun changement. On viendrait aussi placer un 0 ici à l'entrée Cin du premier compresseur 3.2. Dans ce cas-ci, on a une addition. Si par contre, on vient placer un 1 ici à l'entrée de contrôle d'addition et de soustraction, à ce moment-ci, on vient placer un 1 à chacune des entrées de contrôle des portes ou exclusifs, ce qui fait qu'on aurait ici B3', B2', B1' et B0'. Les entrées A0 sont inchangées et ça nous amène aussi un 1 à l'entrée Cin. Donc ça correspond à additionner A avec le complément à 2 de B. Donc c'est l'équivalent de faire une soustraction. Je vais vous laisser en exercice l'implémentation de ce circuit sur une tranche de type L d'un FPGA de la famille Virtex 5. Un circuit pour implémenter la valeur absolue se sert de l'additionneur soustracteur. Supposons qu'on considère prendre la valeur absolue du nombre B, qui est composé de B3, B2, B1 et B0. À ce moment-là, on prend la valeur du bit le plus significatif, B3, et on la relie ici à l'entrée de contrôle. Donc, si c'est un 1, à ce moment-ci, on va amener un 1 ici à chacune des entrées de contrôle des hauts exclusifs. Un 1, bien sûr, correspondrait à une valeur négative de B. Pour l'entrée A, on met des 0. Effectivement, on vient de placer ici la valeur inversée des bits de B. Et on vient placer un 1 ici en entrée. Donc, effectivement, on ajoute 1 à la valeur de B inversée, ce qui correspond à prendre à sa valeur absolue. Si par contre, B est un nombre positif, à ce moment-là, ici ce serait un 0 comme B3, on vient placer un 0, et finalement il ne se passera rien. On va faire l'addition de B avec 0. Donc on réussit à implémenter la valeur absolue avec un circuit semblable, mais simplifié à ce qu'on avait tantôt. Considérons maintenant le problème de la multiplication par une constante. On peut alors utiliser la technique de la décomposition en produits partiels, et ça peut grandement simplifier les calculs. Par exemple, supposons qu'on veuille multiplier une quantité A par le nombre 10. Et ce nombre 10-là ne va pas changer. Mais on sait que 10 est égal à 8 plus 2. Donc c'est comme faire A fois 8 plus A fois 2.
Et comme A fois 8, ça correspond à un décalage de 3 positions vers la gauche, et que A fois 2 correspond à un décalage de 1 position vers la gauche, bien, la multiplication correspond à faire 2 décalages avec une seule addition. Donc effectivement, on n'a pas besoin de multiplication, on a simplement besoin d'une addition. On peut exploiter les produits partiels négatifs aussi pour avoir le plus faible coût possible. Par exemple, si on veut multiplier A par 15, bien, on sait que 15 est égal à 8 plus 4 plus 2 plus 1, ce qui devrait nous prendre 4 décalages et 3 additions. Une approche moins coûteuse, par contre, serait de faire 15 est égal à 16 moins 1. À ce moment-là, on ferait A décalé de 4 positions vers la gauche, qui correspond à A fois 16, et ensuite on soustrairait de cette valeur A lui-même. Donc, ça ne prendrait qu'une seule addition, ou en fait une soustraction dans ce cas-ci. Il existe des algorithmes pour trouver la représentation d'un nombre utilisant un minimum de chiffres signés, et donc de garantir qu'on prend le moins d'additions possible. On observe sur cette diapositive une vue d'ensemble du FPGA XC7A100T. C'est une puce d'une très grande complexité. Le petit carré rouge, en haut à gauche de la diapositive, est représenté plus en détail du côté droit de la diapositive. Si l'image n'est pas complètement claire sur la vidéo, je vous encourage à regarder les diapositives directement qui sont disponibles dans le répertoire du cours. On peut observer une grande quantité de tranches de type L et de type M dont on a déjà parlé à date dans le cours. À l'intérieur de chacune des tranches, vous allez reconnaître les 4 tables de conversion, 3 multiplexeurs ici permettant de faire des fonctions à un grand nombre d'entrées, des circuits spéciaux pour la propagation et la génération des retenues et 8 éléments en mémoire. Donc, on retrouve ces 4 composantes-là dans chacune des tranches. Ici, on retrouve un bloc spécial de mémoire BRAM. C'est de la mémoire conventionnelle qui est disponible pour être utilisée par les concepteurs. À droite de la diapositive, on retrouve des tranches spéciales de type DSP48E1. Ce sont de ces tranches dont je veux parler maintenant parce qu'elles nous permettent de réaliser des fonctions arithmétiques plus complexes. Les FPGA de la série 7 de Xilinx incluent des tranches spécialisées pour les calculs de traitement de signal. Ce sont les blocs DSP48E1. Le FPGA XC7A100 en contient 240. L'élément le plus important, ou le plus intéressant sans doute dans ces tranches, c'est le multiplieur de 25 par 18 bits montré ici. Par exemple, si on écrit en VHDL le code suivant, eh bien, on se retrouverait avec le signal A, par exemple, ici, le signal B ici. On pourrait passer à travers cet additionneur-soustracteur-là sans s'en servir, on pourrait passer à travers l'élément en mémoire et ainsi calculer le produit des deux nombres qu'on, éventuellement, on sortirait ici de la tranche, ainsi de suite. Bien sûr, on pourrait décider de se servir de cet additionneur-soustracteur-là ou de cette fonction arithmétique et logique ici. On pourrait aussi, bien sûr, décider de se servir des éléments en mémoire qui font partie de la tranche DSP48E1. En pratique, c'est le synthétiseur qui les instanciera selon le code qu'on aura écrit. Très intéressant aussi dans cette tranche, c'est la présence de cet accumulateur-là. Donc, l'accumulateur, sa sortie, est retournée comme une entrée ici à l'unité arithmétique logique, ce qui fait donc qu'on pourrait faire accumuler un ensemble de produits qu'on calculerait à l'aide du multiplieur, et c'est une fonction qui est souvent utilisée en traitement de signal. Les multiplications de très petits nombres, par exemple de 4 bits, ne se font pas avec une tranche DSP48E habituellement, elles utilisent plutôt des LUT, ce qui est plus rapide. En contrepartie, les multiplications de très grands nombres, par exemple de 40 bits par 40 bits, se feraient en groupant plusieurs tranches DSP48E et en combinant leurs résultats. La multiplication-accumulation est une opération qui est très fréquemment utilisée en traitement numérique des signaux. Elle permet de réaliser, par exemple, la convolution ou le produit scalaire de deux vecteurs. Le diagramme à droite de la diapositive montre le fonctionnement de cette opération. Donc, si on a deux opérands A et B qu'on multiplie ensemble et qu'on place dans un registre, on a un produit de 16 bits.
Et puis, ce produit de 16 bits va être ajouté, ici à l'intérieur d'un additionneur, à une somme qui était déjà courante. Donc, à chaque coup d'horloge, on fait un produit et on ajoute la somme courante. Ça correspond au calcul qui est montré en bas à gauche de la diapositive. Donc, un produit ici, qu'on place dans une somme. Ensuite, on fait un deuxième produit qu'on ajoute à ce qui était déjà calculé. On fait un troisième produit qui est ajouté à ce qui était déjà calculé, et ainsi de suite. Le code VHDL, en bas à droite de la diapositive, montre comment on coderait la multiplication-accumulation pour que le synthétiseur la reconnaisse et l'instancie correctement dans une tranche DSP48E. Pour terminer, le décalage par un nombre constant de bits ne nécessite aucune logique, seulement une sélection de fils. Par contre, le décalage vers la gauche par un nombre arbitraire de bits n plus petit ou égal à 17 peut s'implémenter dans une tranche DSP48E en fixant une des entrées à 2 à la n. Donc, en fait une multiplication par une puissance de 2, ça correspond à un décalage. Le décalage vers la droite peut aussi s'implémenter dans la tranche de type DSP48E et aussi par une multiplication. On va voir comment faire dans les exercices en classe. Le modulo et le redimensionnement, eux, ne nécessitent aucune logique, seulement une sélection de fils, un peu comme le décalage par un nombre constant de bits. Dans cette vidéo, on a fait un inventaire des ressources de calcul spécialisées disponibles sur la FPGA, particulièrement la propagation des retenues et les blocs DSP. On a vu aussi comment effectuer le processus de synthèse et d'implémentation d'opérations arithmétiques simples sur ces structures de calcul.